Bonjour, Philippe Gerson, représentant les relations internationales de la FPE. Bienvenue à ce webinaire sur l'international. Donc, notre association que vous connaissez tous est une vieille association qui a plus de 60 ans d'âge et qui, bien entendu, œuvre pour notre profession et depuis très longtemps. Elle a aussi un rayonnement international qui a été mis en place par ma collègue Dominique Zéroux il y a très longtemps, mais qui est poursuivi par moi-même. Et nous avons eu un grand nombre d'actions dans différents pays, notamment de l'aide en Afrique et en Asie, où nous avons mis en place des congrès pour les manipulateurs d'Afrique francophone et surtout de la formation continue, aussi bien en Afrique qu'en Asie. La FPE est membre des sociétés internationales comme le FRS, l'Association européenne, l'ISRRT, l'Association mondiale qui représente plus de 90 pays dans le monde et dont je suis le trésorier de l'Association mondiale. On est aussi partenaire de l'ESTRO, qui est l'Association des manipulateurs en Europe pour la radiothérapie. La FPE est une société savante déclarée comme telle, comme la Société française de radiologie, donc elle est enregistrée à ce titre au niveau du CTHS et elle est structurée de la façon suivante, avec un président, avec un conseil d'administration, un bureau national, chapeauté par un directeur exécutif, des responsables de bureaux régionaux, des membres de bureaux régionaux et des responsables de commissions, comme moi, je suis le responsable de la commission des relations internationales. Donc vous voyez un peu comment la FPPE est sur toute la France et aussi les DOM-TOM, incluant bien entendu nos collègues du Pacifique qui sont très actifs au niveau de l'association. Voilà un peu l'organigramme des différentes commissions que vous devez connaître vis-à-vis par exemple des journées IRM, de nos journées de radiothérapie, celle qui a eu lieu à Strasbourg il n'y a pas très longtemps, et puis des ultrasons qui a fait l'objet d'un webinaire il y a très peu de temps. Le collège scientifique est la garantie que nos formations ont toutes une qualité irréprochable et donc ce collège scientifique œuvre pour toutes nos formations. Nous sommes aussi agréés Datadoc et bientôt Calliope. Les publications, vous connaissez bien entendu la revue qui a circulé dans tous les services qui circulent encore, avec la mise en ligne de notre revue sur une médiathèque et la publication dans l'ISA. Nous avons aussi un newsletter bimensuel qui arrive sur les mails des personnes qui le souhaitent et qui donne toutes les informations de notre association à nos adhérents et non-adhérents et qui inclut aussi la veille. La FPE a une reconnaissance législative qui remonte depuis très longtemps avec différents décrets d'application dont le dernier est celui de 2016 et qui a fait évoluer notre profession et nous œuvrons toujours pour améliorer notre profession tout en restant dans notre domaine de compétences qui est une association et non un syndicat. Vous le verrez la différence lors de mon collègue Hakon Gemli de Norvège qui va vous présenter ce qui se passe dans les pays du Nord où les associations sont aussi des syndicats. Voilà, donc je vous souhaite un bon webinaire. Nous sommes à votre réception de questions à la fin du webinaire et nous vous remercions pour votre attention. Merci.
Bonjour à tous. Je suis Narcisse Nana Wediwe. Je réside à Douala au Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays de l'Afrique et est considéré comme l'Afrique en miniature. Je travaille à l'hôpital général de Douala, qui est un hôpital universitaire avec une capacité d'environ 300 lits et plusieurs spécialités, notamment la médecine, la chirurgie, la pédiatrie et la gynécologie. Je souhaite par le biais de cette présentation partager avec vous ce témoignage sur mon parcours professionnel. Alors, à travers quelques repères, j'essayerai de vous présenter les motivations qui m'ont incité à suivre le chemin de cette noble vocation. Ensuite, je vais également évoquer quelques difficultés que nous rencontrons actuellement dans notre travail, reflet de notre pratique quotidienne, en proposant quelques pistes de réflexion ou bien quelques pistes d'amélioration destinées à mieux valoriser notre métier au service de la qualité de la prise en charge de nos concitoyens ou bien de nos patients. Alors, pour ce qui concerne ma formation, après l'obtention de mon bac scientifique au Cameroun, je me suis expatrié pour poursuivre mes études universitaires au Bénin. Donc c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest. J'étais arrivé donc au Bénin pour faire des études de médecine, mais je n'ai pas pu obtenir une inscription. Et c'est comme ça par hasard que un de mes aînés m'a recommandé les études en technique d'imagerie médicale que j'ai tout de suite accepté. Alors j'ai donc passé le concours pour l'école polytechnique d'Abomey-Calavi et j'obtiens en 2000 mon diplôme de technologue en imagerie médicale. Donc après mon diplôme, je rentre au Cameroun, je travaille donc en tant que manipulateur et ensuite quelques années plus tard et plus précisément en 2008, je m'ennuyais et mon intérêt pour l'informatisation des processus et ingénierie en organisation de l'hôpital m'ont poussé vers un nouveau challenge. C'est comme cela que j'ai pu obtenir une inscription via l'agence universitaire de la francophonie à l'université de Marseille-Aix. Et là-bas, je m'étais inscrit donc en expertise et ingénierie des systèmes d'information en santé. Donc en 2009, j'obtiens ma maîtrise en expertise et ingénierie des systèmes d'information de santé et ensuite en 2010, j'obtiens un master en expertise et ingénierie des systèmes d'information en santé. Comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, je suis employé à l'hôpital général de Douala. C'est un hôpital de référence, c'est un hôpital universitaire. J'exerce dans cet hôpital la fonction de cadre au service de radiologie et je suis en même temps la personne compétente en radioprotection. Aujourd'hui, je cumule 20 années d'expérience dans le secteur de la santé et ma fonction est enrichie par de nombreux travaux de consultation auprès des organismes tels que Global Diagnostic, qui est devenu Prism, et en partenariat avec l'école polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse, pour contribuer à l'amélioration des prototypes des appareils de radiologie conventionnelle dédiés à l'Afrique. Donc ce sont des appareils qui tiennent compte des spécificités de l'Afrique et des difficultés de l'Afrique, notamment la garantie énergétique qui n'existe pas. Et aussi, j'ai des activités de consultant et d'ingénieur d'application chez de nombreux constructeurs, notamment Hitachi Medical System ou bien Stefanix, pour ne pas être exhaustif. Par ailleurs, j'ai aujourd'hui enrichi mon expérience il y a quelques années avec des activités académiques qui m'ont emmené à donner des cours de physique appliquée à l'imagerie médicale et d'informatique appliquée à l'imagerie médicale à l'université de Ngaoundéré et dans de nombreux instituts au Cameroun en tant qu'enseignant vacataire. Sur le plan associatif, je suis depuis une décennie le président national de l'association du personnel technique en imagerie médicale et radiothérapie du Cameroun, ACPT-IMR. À mon actif, j'ai organisé avec
les camarades du bureau de nombreux séminaires et congrès. Et depuis notre accession à ce poste de président, ou bien, nous avons hissé très haut le flambeau de notre association, tant sur le plan national qu'international. Par ailleurs, je suis membre très engagé dans le réseau des associations du personnel technique d'imagerie médicale et de radiothérapie. Et à notre actif, et avec un soutien inconditionnel des amis de l'AFPPE, notamment Philippe, Dominique, Justine, Agnès et que sais-je, nous avons depuis plus de 2 décennies organisé avec beaucoup de succès en Afrique francophone des séminaires de mise à niveau des manipulateurs. Et j'ai personnellement intégré l'équipe en 2010 lors du congrès que nous avons organisé à Douala au Cameroun. Alors, chez moi à Douala, quelles sont mes activités au quotidien? Je dois dire qu'en tant que manipulateur en radiologie, j'assure la prise en charge et la surveillance des patients en imagerie dans les meilleures conditions de confort et d'hygiène et de sécurité. Donc, tel que c'est défini par nos fiches de poste, je réalise des activités ou bien des actes relevant de l'imagerie. Donc, nous n'avons pas de spécialités ou bien de particularités, nous faisons un peu de tout, notamment la radio, le scanner, l'IRM, l'ostéo, le traitement et notamment la diffusion de ces images. Nous sommes dans un service qui fonctionne 24 sur 24 pour assurer la continuité et la prise en charge non-stop de nos concitoyens. Donc il faut dire que malgré notre travail complexe, les technologues en radiologie au Cameroun souffrent d'un vrai manque de reconnaissance. Donc pour la grande majorité de ce métier ne nous permet pas de vivre normalement. Actuellement, nous sommes plus d'un millier de technologues diplômés au Cameroun. Nous travaillons certains dans le secteur public et d'autres dans le secteur privé. Pour avoir un niveau de vie décent, beaucoup vont avoir un second boulot, ou bien un troisième, voire même un quatrième boulot. Et d'autres s'expatrient dans les pays, dans les nouveaux Eldorado ou bien dans les pays du Golfe. Et certains vont au Canada pour survivre, quoi. Parce qu'au Cameroun, ce métier, pour dire vrai, n'est pas assez intéressant, malheureusement. Donc, très honnêtement, et c'est d'ailleurs l'avis de la majorité, ce métier attire de moins en moins les jeunes au Cameroun. Donc, ceux qui sont un peu plus nantis se considèrent comme malheureusement, ce métier n'attire plus, je l'ai dit tantôt, et la plupart considèrent que nous sommes des oubliés de la fonction publique, car seulement 5 personnes sont recrutées en moyenne dans notre pays, dans le domaine, sur une centaine qui sont mis sur le marché. Donc le secteur privé, quant à lui, préfère travailler avec des personnes qui sont formées sur l'État, car c'est une main-d'œuvre qui est moins chère pour eux. Nonobstant les risques liés à la pratique, bref, c'est une vraie cacophonie dans notre métier au Cameroun. Donc là, j'essaie d'énumérer quelques difficultés ou bien problèmes majeurs que nous rencontrons dans notre domaine d'activité. Donc nous avons le problème de la formation initiale qui est à notre avis bancal et accès plus théorique. Nous avons des curriculums de formation qui ne sont pas clairement établis. Aujourd'hui, la formation est balkanisée, l'État s'est désengagé et l'a confié au privé qui en réalité ne font que du commerce. Voilà. Les formateurs ne sont pas bien expérimentés, ne sont pas bien outillés. Les laboratoires de formation n'existent pas dans les écoles et les étudiants ont rarement accès aux stages. Pour ce qui concerne le plateau technique, nous avons des plateaux techniques qui sont obsolètes, qui sont très peu étoffés. Nous avons des problèmes d'effectifs parce que ce soit le secteur privé ou public, on recrute de moins en moins.
nous avons le problème de santé au travail, nous avons des confrères qui ont de plus en plus de pathologies professionnelles, nous avons les problèmes de sécurisation de nos lieux de travail et nous avons également ce problème d'expatriation. Alors, comme élément d'amélioration, nous pensons que dans un premier temps, il faudrait sur le plan formation, qu'on harmonise les curriculums de formation, qu'on exige aux établissements ou bien aux instituts de formation des laboratoires, qu'il y ait un partenariat entre ces instituts et les services hospitaliers pour un meilleur suivi des stages, qu'il y ait une vraie formation des formateurs. Et pour ce qui concerne le plateau technique, il y a une certaine planification des équipements, qu'il y ait un plan de maintenance préventif et établi, et préventif et curatif qui soit établi, qu'il y ait une certaine assurance, une certaine garantie énergétique qui passe par exemple par l'acquisition des groupes ou bien par l'installation des panneaux solaires. En ce qui concerne le problème de sous-effectifs, il faudrait qu'à un certain moment donné qu'on établisse un ratio minima manipulateur-patient par une convention ou bien par la loi. Il faudrait augmenter le salaire qui va de mieux valoriser les confrères. Et pour ce qui concerne le problème de santé et sécurité, il faudrait organiser des séminaires, il faudrait développer une certaine culture de radioprotection, il faudrait un suivi dosimétrique qui soit obligatoire. Alors, pour terminer mon propos, je l'affirme, ce métier, je l'aime et je continue à apprendre de jour en jour. Mais je supporte de moins en moins les conditions de travail qui nous poussent dangereusement vers une erreur ou plus tard ou plus tôt pour les moins armés d'entre nous vers un burn-out. Pourtant, cela ne fait que 20 ans que je suis manipulateur. Maintenant, j'ambitionne de devenir ingénieur d'application en temps plein. Je vous remercie. Bonjour, je suis Gaëlle Topiac, je suis chef de produit marketing chez DMS Imaging. J'ai intégré l'entreprise depuis bientôt 6 ans. Nous avons participé lors du dernier webinaire AFPPE le 6 mai pour présenter notre entreprise d'imagerie médicale. En effet, nous sommes fabricants français, mais nous sommes encore peu connus des manipulateurs radio. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter la table télécommandée Platinum qui fonctionne avec la solution logicielle Adam. La table Platinum possède de nombreux avantages. Elle descend d'abord très bas, jusqu'à 48 cm du sol, ce qui est l'idéal pour les enfants, mais aussi les personnes à mobilité réduite. Ensuite, elle permet de charger des patients jusqu'à 265 kg sans limitation des mouvements de la table, ce qui permet la prise en charge du coup des patients obèses, par exemple dans les hôpitaux. Autre chose, la table Platinum permet un accès tout autour de la table. C'est vraiment idéal quand on a besoin de transférer un patient d'un brancard jusqu'à la table. Enfin, pour le côté un peu plus fun, la table Platinum possède des musiques d'ambiance et des lumières d'ambiance pour que le patient soit un peu plus serein. Alors, la nouveauté 2020 de notre table télécommandée est l'intégration de la plateforme logicielle Adam. Adam est la réponse aux attentes de nos utilisateurs. En effet, nous avons plus de 40 ans d'expérience dans le domaine, mais surtout, nous avons formé des groupes de travail avec nos utilisateurs, des radiologues, des manipulateurs en radiologie, mais également des designers numériques et des ingénieurs de notre entreprise. Nous avons décidé de mettre l'utilisateur en place centrale pour le développement. Cette plateforme possède les dernières technologies d'un point de vue hardware. D'un point de vue software, le design est très épuré, dans l'air du temps, mais surtout pensé pour les manips. Et dernière chose, c'est que par défaut, nous garantissons la cybersécurité. La sécurité informatique est très importante, particulièrement suite aux dernières attaques dans nos hôpitaux. Suivez-moi pour la découvrir. Adam permet avant tout de booster le workflow dans une salle de radiologie et surtout d'améliorer la vie quotidienne des manipulateurs radio. Tout a été optimisé pour, tout simplement parce que Adam a été créé par des manips pour des manips.
Premièrement, nous n'avons pas de clics inutiles dans le soft. On sait tous que les clics sont le cauchemar des manipulateurs radio. Ensuite, nous faisons apparaître les bons outils au bon moment. Enfin, le parcours des écrans est intuitif. On va toujours de gauche à droite pour éviter de chercher les informations et que tout soit logique. Donc, dès l'enregistrement patient, Adam possède de nombreux automatismes. Premièrement, il permet une sélection automatique de la morphologie en fonction de l'âge du patient. Ensuite, toutes les constantes, radio et scopie sont préprogrammées en fonction de cette morphologie patient. Nous avons également un diaphragme automatique en fonction de cette fameuse morphologie. Et enfin, nous proposons un positionnement automatique de la table en fonction de l'examen. Par exemple, pour un thorax, vous allez juste cliquer sur le bouton Move sur la console avec les différents joysticks et la table va se positionner automatiquement avec une distance focale à 180, table verticale, etc. Nous possédons plusieurs fonctionnalités pour pouvoir positionner son patient sans dose. La première est que nous intégrons une caméra dans le collimateur de la table pour pouvoir être comme si on était face à son patient. Ensuite, sur le moniteur, sur l'écran d'acquisition, nous pouvons faire de la collimation virtuelle directement sur la dernière image de scopie frisée. Nous avons également deux nouvelles fonctionnalités. La première s'appelle Get the Position, la seconde s'appelle Go to Position. Pour vous expliquer la dernière, en fait, sur votre image de scopie frisée, la dernière, vous allez pouvoir la déplacer sur l'écran d'acquisition. Et en fonction du déplacement que vous allez faire sur l'écran, la table va se positionner automatiquement en latéral et en longitudinal. Nous avons donc un centrage patient sans dose qui est plus rapide et surtout qui permet de limiter la dose pour le patient. Donc, nous pouvons réaliser tout type d'examen sur la table Platinum. En effet, grâce au capteur plan intégré dans la table, vous pouvez faire de la graphie et de la scopie sur le même capteur. Vous pouvez faire tous les examens osseo-articulaires, mais également des examens dynamiques avec produits comme contraste, comme le TEGD. Enfin, on peut réaliser des examens de longs axes pour les télérachis et les goniométries. On peut également gérer un capteur Wi-Fi pour les examens en direct, pour les extrémités ou encore les rotules. Adam possède une qualité d'image exceptionnelle, notamment due au fait qu'on utilise de l'intelligence artificielle. En fait, on a un algo de deep learning qui permet d'harmoniser les images, de rehausser les zones utiles et du coup d'éviter de reprendre des clichés, par exemple ceux qui sont sous-exposés. Donc dès l'acquisition, Adam met à disposition les outils que le Manic utilise le plus juste à côté de l'image, par exemple les annotations, les diaphragmes, les rotations, etc. Ensuite, nous avons une partie post-acquisition avec l'ensemble des outils de manipulation, mais aussi de mesures pour pouvoir faire des bascules de bassin, des mesures d'angle ouvert, etc. Enfin, nous possédons un module d'impression qui est très intuitif et très facile d'utilisation. Par exemple, nous allons utiliser le principe de drag and drop des images pour une mise en page rapide et facile. Nous avons de nombreux projets pour l'avenir. L'un d'eux est de pouvoir déporter les commandes, par exemple, sur une tablette. L'autre chose est vraiment d'amener de l'intelligence à la table et vraiment de pousser, par exemple, des concepts comme le positionnement sans dose. Je peux vous citer, par exemple, la détection automatique du poids du patient pour avoir une adaptation des constantes personnalisées à ce patient, ou encore la détection automatique de la zone anatomique des patients pour venir vraiment se positionner en regard si on enregistre par exemple une épaule gauche ou une épaule droite. Alors si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre site internet www.dms.com, sinon suivre notre page LinkedIn, le groupe DMS Imaging, ou enfin n'hésitez pas à nous contacter par mail à l'adresse qui s'affiche sur l'écran. Merci.
Bonsoir à tous, bonsoir chers collègues français, bonsoir chers manipulateurs. Donc, je me présente, mon nom est Mélanie Rattel et je suis la présidente de l'Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec. Donc, c'est un honneur pour moi d'être présente avec vous ce soir dans le cadre des jeudis de l'AFPPE. Donc, sans plus tarder, je vais vous mettre à l'écran une présentation. Donc, je vous présenterai aujourd'hui, donc, qu'est-ce qu'un ordre professionnel? Donc, nous pourrons voir au cours de la présentation le système professionnel québécois dans son ensemble, donc plus particulièrement le Code des professions, comment est constitué et fonctionne un ordre, la mission, le principe et le rôle des ordres professionnels. Plus particulièrement, ensuite, nous verrons donc Allo-Timro et PMQ, le rôle, le portrait des technologues au Québec, la législation et des documents de référence, ainsi que la structure administrative. Donc, tout d'abord, ici, une diapositive représentant le grand système professionnel québécois. On peut voir en plein centre l'Office des professions, donc Office des professions qui régit les 46 ordres professionnels au Québec. Le ministre responsable de l'application des lois professionnelles, donc, s'occupe de l'Office des professions. Les ordres professionnels, donc, doivent être constitués obligatoirement d'un conseil d'administration, peuvent avoir un comité exécutif et comme on peut voir, donc, doivent avoir obligatoirement plusieurs comités. Donc, on parle du comité de révision, comité de formation, le comité d'inspection professionnelle, un conseil de discipline. Chaque ordre professionnel a aussi un syndic et peut avoir d'autres comités, donc au sein de l'ordre, mais tout ça dans le but de la mission première de la protection du public. De plus, un ordre professionnel doit avoir une assemblée générale annuelle de ses membres. Lors de l'assemblée générale, les membres peuvent prendre plusieurs décisions, dont la rémunération des administrateurs de l'ordre et le choix de l'auditeur indépendant, donc de l'organisme qui va faire les états financiers de l'ordre. Le système professionnel, donc, est vraiment donc, le Code des professions et la loi cadre du système professionnel québécois. Le système professionnel, donc, compte 46 ordres professionnels pour 55 professions, dont 27 sont dans le domaine de la santé et des services sociaux. On parle ici de 55 professions, entre autres. Nous, au sein de notre ordre, nous avons 5 professions distinctes. On parle de 26 lois professionnelles et plus de 600 règlements, et ce sont plus de 400 000 professionnels qui travaillent dans la province. Le Code des professions, donc, il réglemente la pratique de plusieurs professions et précise les conditions d'exercice professionnel. Il confère aussi à l'Office des professions des responsabilités de surveillance et de fonctions réglementaires. La principale responsabilité de l'Office est, bien entendu, de veiller à ce que chaque ordre professionnel assume sa principale fonction, qui est la protection du public. Outre son devoir d'assurer la protection du public, le Code des professions confie aussi aux ordres professionnels la responsabilité du contrôle de l'exercice de sa profession. Notamment, on peut penser par la délivrance du permis d'exercice et de l'inscription au tableau des membres. Un ordre professionnel, comment est-il constitué? Lorsque l'Office des professions reçoit une demande d'un groupe de travailleurs, donc pour faire partie d'un ordre professionnel, plusieurs facteurs déterminants donc, doivent être considérés. On pourrait penser, entre autres, à la gravité du préjudice qui pourrait être subi donc, par les gens qui recourent au service des professionnels, aux connaissances qui sont requises pour exercer les activités, au degré d'autonomie et la difficulté pour le public de porter un jugement, le caractère personnel des rapports avec le client ou le patient, donc le caractère de confiance et de relation, et bien entendu le caractère confidentiel des renseignements à connaître pour exercer la profession. Donc, si ces facteurs sont présents, l'Office des professions peut penser à la création ou à la fusion, par exemple, de ce groupe de travailleurs à un ordre professionnel. Mission et principe des ordres professionnels, la principale fonction d'un ordre est d'assurer la protection du public, notamment en contrôlant l'exercice de la profession de ses membres.
Ceci, bien entendu, n'exclut pas d'autres fonctions que nous allons voir plus tard, mais toutes les fonctions et toutes, donc, ne doivent vraiment pas être à l'encontre de la protection du public. On peut voir aussi les ordres professionnels, donc les grands principes. Il faut comprendre qu'un ordre professionnel est un organisme à but non lucratif. Donc, on parle d'autofinancement, donc par, entre autres, la cotisation de ses membres, d'autoréglementation, donc chaque ordre professionnel doit avoir une réglementation en regard de ses activités, et aussi donc l'autogestion. Donc, la gestion d'un ordre professionnel se fait à même là, les employés, la direction générale de l'ordre. Rôle et responsabilité des ordres professionnels. Donc, en plus de la grande mission de protection du public, on peut penser au contrôle, donc contrôler la compétence et l'intégrité de leurs membres, surveiller l'exercice de la profession, réglementer l'exercice, gérer le processus disciplinaire, favoriser le développement de la profession, entre autres par le développement professionnel, contrôler l'exercice illégal et l'usurpation de titres et produire un rapport annuel qui doit être déposé à l'Office des professions. Un ordre versus une association. Donc, un ordre est vraiment là pour s'assurer dans le domaine qui lui est propre. Donc, pour nous, dans le domaine de l'imagerie médicale, de la radio-oncologie et de l'électrophysiologie médicale, que les professionnels offrent au public des services qui répondent aux normes de qualité et d'intégrité de la profession. Une association est vraiment là pour promouvoir l'intérêt, les intérêts sociaux et économiques et le bien-être de ses membres. Une autre instance aussi est présente au Québec, donc les syndicats. Syndicat est vraiment un regroupement qui est constitué pour la défense d'intérêts professionnels. Donc, au Québec, on peut penser que les instances syndicales donc, veillent aux conditions salariales et aux conditions de travail des professionnels. Si on passe maintenant plus particulièrement en ce qui nous concerne à l'OTIMRO et PMQ, donc notre mission est vraiment d'assurer la protection du public dans les domaines de l'imagerie médicale, de la radio-oncologie et de l'électrophysiologie médicale. Notre vision se veut d'être un partenaire significatif afin que nos membres se distinguent par leur expertise comme des professionnels de la santé. On peut voir ici, donc, l'Ordre a fêté ses 80 ans en avril dernier. Donc, on peut voir l'évolution dans le temps de notre nom, par exemple. Donc, l'Ordre a changé de nom plusieurs fois au cours de ces 8 dernières décennies. Et aussi, on peut voir les logos. Donc, on peut penser en 1941, donc, la Société des techniciens en rayon X du Québec, pour arriver maintenant depuis 2012 à l'Ordre des technologues en imagerie médicale, radio-oncologie et électrophysiologie médicale du Québec. Le rôle de l'Ordre, donc en tripartite, donc l'Ordre, les technologues et le public, donc toujours en relation. L'Ordre, au regard du public, se doit d'informer sur le rôle des technologues et les règles qui encadrent nos professions. L'Ordre, au regard des technologues, se doit d'encadrer la profession et de leur fournir des outils pour maintenir leurs compétences. Et les technologues, au regard du public, se doivent d'assurer en tout temps des services de qualité. Ici, on peut voir un portrait général des technologues, donc plus de 6650 technologues au Québec, dont 65% ont entre 35 et 55 ans, une majorité de femmes pour 83%. Et ici, vous pouvez voir aussi la représentation là, de nos domaines d'exercice. Donc, on peut penser en imagerie médicale au niveau du radiodiagnostic et de l'échographie médicale. On compte 77% des technologues. En imagerie médicale du domaine de la médecine nucléaire, 8%, électrophysiologie médicale, 12% et radio-oncologie, 11%. Cotisation à l'Ordre, bien entendu, pour avoir le droit d'exercer les activités des technologues, donc tout membre doit payer une cotisation. La cotisation, permet d'avoir le permis d'exercice et bien entendu, assurément, il faut obligatoirement que chaque technologue ait son permis d'exercice pour exercer. Donc, il exerce une journée dans l'année ou l'année entière. Il se doit de payer sa cotisation à l'Ordre.
Donc, si vous avez un peu une répartition donc, des coûts pour la cotisation, on peut penser vraiment à un coût donc, de 400 $ pour la cotisation. Et à ça vient s'ajouter aussi une assurance responsabilité professionnelle. Donc, tout technologue inscrit au tableau de l'ordre a une couverture d'assurance. De plus, chaque professionnel du Québec doit payer une contribution à l'Office des professions qui est déterminée de façon annuelle. Donc, ici, pour le coût de 29 $ et les taxes applicables, donc les taxes applicables au Québec, ce qui veut dire que la cotisation de l'ordre, donc le montant total est de 505,25 $. La cotisation est payée de façon annuelle. Plusieurs documents, législation nous entourent, bien entendu, la loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale, donc loi qui stipule entre autres nos 5 activités qui nous sont réservées en tant que technologues. Le code de déontologie aussi qui balise la pratique professionnelle. Des règlements, plusieurs règlements, entre autres un règlement que nous allons voir un peu plus en profondeur, le règlement sur la formation continue des membres de l'ordre, et des normes de pratique, donc des normes de pratique générales et des normes de pratique spécifiques à chaque domaine, donc qui encadrent notre pratique. Si on parle ici du règlement sur la formation continue des membres, donc tout technologue se doit de maintenir, de mettre à jour, améliorer et approfondir ses connaissances. Le règlement sur la formation continue aussi doit permettre donc stimuler l'avancement de la profession et combler les lacunes générales de l'ordre. Donc, que stipule notre règlement? Tout membre doit accumuler au moins 30 heures de formation pendant une période de référence de 3 ans, mais tout cela en respectant un minimum de 5 heures par année. Donc, dans le but de mettre les connaissances à jour des technologues de façon continue. Bien entendu, chaque technologue se doit de respecter ce règlement de façon annuelle. Et si le règlement n'est pas respecté, donc il peut avoir donc perte du permis là, du technologue si le règlement, là, donc s'il ne convient pas au règlement de la formation continue. Système, donc l'inspection professionnelle aussi, donc un grand processus donc pour valider la pratique de nos membres. À l'ordre, 2 grands processus, donc un système d'inspection professionnelle sur la surveillance générale et sur la surveillance de la pratique autonome, par exemple en échographie. Donc, on peut penser que plus de 20% de nos membres, donc environ 1200 technologues, donc de façon annuelle, sont inspectés. Ici, on a la structure administrative de l'ordre, le conseil d'administration. Donc, sous le conseil d'administration, la direction générale de l'ordre. Et donc, au sein du siège social sont présents 5 grandes directions. Donc, la direction de l'admission, la direction des affaires professionnelles et juridiques, le développement professionnel, l'inspection professionnelle et la direction des communications. Le conseil d'administration exerce tous les pouvoirs de l'ordre, sauf ceux du ressort de l'Assemblée générale des membres, comme on a vu un peu plus tôt. La composition de notre conseil d'administration est de 12 administrateurs. On parle de 9 technologues qui sont élus par les membres. Les technologues sont issus de tous nos domaines d'exercice et sont aussi issus de différentes régions. De plus, 3 personnes nommées par l'Office des professions siègent au sein de notre conseil d'administration. Donc, des technologues qui ne sont pas issus de nos domaines d'exercice et donc ils ont cette vision de protection du public. La direction générale, quant à elle, donc assure le suivi des décisions du conseil d'administration, s'assure de l'administration générale des activités de l'ordre, établit le budget annuel, veille aussi à la gestion de l'équipe des employés du siège social, agit à titre de secrétaire de l'ordre. Donc, les rôles de secrétaire de l'ordre au regard du tableau des membres, du processus électoral et des décisions disciplinaires. De plus, aussi, la direction générale coordonne les activités de certains comités de l'ordre. Donc, je vous remercie pour cette présentation. J'espère que ça a été bien utile pour vous de voir un peu qu'est-ce qu'un ordre professionnel au Québec. Donc, j'espère vous voir bientôt.
Et encore une fois, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Présentation de Contrast & Care+, l'outil de gestion des injections de produits de contraste par Guerbet. Contrast & Care+, est un outil qui vous permettra d'échanger des informations avec vos systèmes informatiques existants, RIS et PACS. Cette application web est un système de gestion de la qualité complet, vous permettant de centraliser les données des patients relatives à l'injection de produits de contraste en imagerie, d'optimiser le flux de travail des utilisateurs, générer des rapports à chaque injection et d'analyser et suivre les pratiques d'injection de produits dans le service de radiologie. Ce logiciel répond aux besoins de tous les utilisateurs, radiologues, manipulateurs radio, secrétaires et des pharmaciens. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter plus en détail les principales fonctionnalités de Contrast & Care+. La page principale vous donne accès à toutes les fonctionnalités. Worklist, calculatrice de DFGE, débit de filtration glomérulaire estimé, analytique et autres. Dans la worklist, on retrouve la liste des patients accueillis avec en supplément des alertes relatives aux informations disponibles dans leur dossier et qui conditionneront l'injection de produits de contraste, valeurs de DFGE et de créatinine, ainsi que d'autres alertes, allergies, grossesse. Cela permet une vue d'ensemble rapide et efficace des données principales concernant l'injection de produits de contraste pour chaque patient. Lorsque l'on clique sur un patient, on accède à sa page examen. Cette page est la page examen d'un patient. En haut de cette page, nous retrouvons l'identité du patient, avec la possibilité d'avoir une validation de l'identito-vigilance. En haut à droite sont disposés divers boutons d'action, permettant de lier un document, annuler, recommencer ou clôturer l'examen. Puis, nous retrouvons différentes sections relatives aux informations du patient et aux informations de l'examen et de l'injection. Dans la section de gauche, l'utilisateur pourra rassembler les informations cliniques du patient qui conditionneront son injection de produits de contraste. Hypersensibilité, traitement en cours, grossesse ou allaitement, IMC, et historique des valeurs de DFGE et ou de créatininémie. Ces informations peuvent entraîner des alertes visuelles qui informeront l'utilisateur d'un risque existant afin d'adapter le produit utilisé et l'injection réalisée à chaque patient. Il est également possible d'ajouter des notes libres concernant la prise en charge du patient. Cette partie de la page permet de visualiser rapidement l'historique d'injection de produits iodés et gadolinés du patient dans le centre et d'accéder en 2 clics au précédent rapport d'injection afin de pouvoir voir s'il y a eu des événements particuliers lors de précédentes injections. Juste en dessous apparaissent les informations concernant la procédure en cours, type de procédure, date et heure, et médecin prescripteur. Dans cette section, les utilisateurs pourront enregistrer les informations sur les consommables et produits utilisés pour l'injection grâce à une douchette. Les informations telles que la concentration, le volume, la date d'expiration et le numéro de lot seront automatiquement remplies et des alertes visuelles seront générées en cas de date d'expiration dépassée, d'allergie existante du patient au produit ou de produits sous rappel de lot. Cela permet un renforcement de la sécurité patient et de la qualité de sa prise en charge, ainsi qu'une amélioration de la traçabilité des données de produits. Les informations enregistrées ici peuvent ensuite être envoyées automatiquement dans le RIS. Une fois ces informations renseignées, l'utilisateur peut passer à l'injection du produit. Une fois l'injection réalisée, Contrast & Care+ récupère automatiquement les informations de l'injecteur avec le volume, le débit ou encore la pression. Ainsi, nous retrouvons le protocole prévu initialement à la programmation de l'injecteur et le protocole réalisé. Il est également possible de renseigner soi-même les données pour une injection manuelle. Toutes ces informations seront automatiquement enregistrées dans le rapport d'injection généré lors de la clôture de l'examen. Une fois cette injection terminée, dans la plupart des cas, l'utilisateur pourra directement clôturer la procédure. Cependant, de temps à autre, des événements indésirables peuvent survenir. L'utilisateur a alors la main pour pouvoir les tracer aisément dans Contrast & Care+. Lors de la survenue d'une extravasation ou d'une réaction d'hypersensibilité à la suite d'une injection de produits de contraste, les utilisateurs peuvent le tracer dans des onglets dédiés en ajoutant des informations relatives aux symptômes ou à la prise en charge du patient. Les informations renseignées seront automatiquement intégrées aux données cliniques du patient et pourront générer des alertes d'hypersensibilité par exemple lorsque le patient reviendra sur votre site.
Cette fonctionnalité permet de renforcer le partage d'informations et la traçabilité des événements indésirables en centralisant et standardisant leur enregistrement, faisant de Contrast & Plus un véritable outil de gestion de la qualité en imagerie. Une fois l'examen terminé et les éventuels événements désirables enregistrés, l'utilisateur pourra clôturer son examen. Cela lui permettra de générer un rapport d'injection qui pourra être automatiquement envoyé au système tiers. Ce rapport permet la centralisation des informations liées à un examen et une injection réalisée pour un patient. Il offre un outil de traçabilité renforcé qui est accessible depuis l'historique d'injection du patient dans Contrast & Plus et dans le système d'information auquel il est envoyé. Toutes les informations sur les produits utilisés, les injections réalisées et les événements indésirables sont enregistrés dans Contrast & Plus. Il est possible d'en faire des analyses statistiques avancées grâce à l'outil analytique. Les dashboards statistiques permettent ensuite d'identifier des axes d'amélioration des pratiques et de suivre les actions mises en place dans le temps selon différents points de vue. La gestion administrative du service, la gestion des produits de contraste, la gestion de la qualité avec des tableaux de bord dédiés aux événements indésirables, l'activité des injecteurs et la gestion des protocoles d'injection réalisés. Il est aussi possible d'avoir des tableaux de bord personnalisés à la demande afin de s'adapter au mieux aux besoins des utilisateurs. Pour conclure, Contrast & Plus est un outil de gestion de la qualité complet qui s'intégrera aisément à vos systèmes informatiques existants et à votre flux de travail. Ce logiciel est amené à évoluer afin de toujours vous proposer la solution la plus adaptée à vos problématiques de mise en place de systèmes qualité. Une équipe applicative est de plus à votre disposition sur toute la France pour vous accompagner dans l'utilisation de Contrast & Plus. Bonjour, je m'appelle Fanta et je vis aux États-Unis depuis bientôt 14 ans. Cette présentation parlera de mon parcours et de toutes les démarches que j'ai dû faire pour travailler en tant que manipulatrice en radiologie aux États-Unis. Je travaille actuellement en tant que manipulatrice en radiologie diagnostique à Lexington, en Caroline du Sud. Je suis employée à Lexington Medical Center depuis presque 4 ans. J'ai travaillé 11 ans en France avant d'arriver aux États-Unis. J'ai fait beaucoup d'intérim là-bas, ce qui m'a permis d'être flexible et de m'adapter aux différents appareils. J'ai fait du scanner, de l'IRM et de la mammo. Arrivée aux États-Unis fraîchement mariée, je me suis consacrée à construire une famille et par conséquent, j'ai fait une pause de 5 ans durant laquelle j'ai eu 3 magnifiques petites filles et j'en ai aussi profité pour perfectionner mon anglais et être plus fluente. Quand j'ai décidé qu'il était temps que je reprenne le travail, j'ai premièrement fait faire évaluer et transcrire mes diplômes. J'ai envoyé à la compagnie qui fait les évaluations tous les originaux de mes diplômes de baccalauréat et de radiologie, les notes du bac, les bulletins de notes du programme de radio et la traduction certifiée des documents en anglais. Cette étape est très importante car elle est indispensable pour commencer n'importe quelle formation ou même travailler aux États-Unis. J'ai ensuite contacté l'ARRT. C'est une organisation pour les manipulateurs en radiologie, un peu comme la FPPE. Sauf que c'est à travers eux qu'on obtient une licence pour travailler en radio. Je leur ai donc expliqué ma situation et ils m'ont dit que pour être éligible, je devais contacter une école de radiologie qui pourrait m'accepter en tant qu'élève expérimenté ou comme on dit ici, Advanced Student. L'avantage serait que je n'aurais pas besoin de tout recommencer le programme, juste à cause de mon expérience. J'ai donc contacté plusieurs écoles, dont l'une m'a répondu. La directrice du programme m'a affirmé qu'il prenait des élèves comme moi. L'ARRT facilite l'accès à la radiologie pour les diplômes étrangers. Cependant, ils veulent s'assurer de nos compétences en radiologie. C'est pourquoi il existe des programmes spéciaux Advanced Student dans les écoles de radiologie. Mais c'est au bon vouloir du directeur de l'école. Pour qu'il puisse m'accepter, j'ai dû faire d'abord plusieurs tests écrits afin qu'il puisse évaluer mon niveau. Ces tests écrits sont donnés aux élèves tout au long du programme de radio.
J'ai fait les tests en 2 fois. Une fois terminé, la directrice s'est basée sur mes résultats pour me placer. Elle a estimé que je n'avais pas besoin de tout recommencer et m'a placée dans la dernière classe du programme qui est un récapitulatif des 2 années du programme. Elle m'a aussi donné un stage à faire pour me permettre de perfectionner toutes les positions et incidences radiologiques requises pour l'examen de licence. Et comme ça, en 6 mois, j'étais éligible pour l'examen de l'ARRT. L'examen de l'ARRT se fait sur un ordinateur dans un format QCM avec 220 questions, dont 20 questions tests non notées. Pour réussir l'examen, le score doit être de 75% ou plus. Comparé à l'examen de France, je peux franchement dire que c'était beaucoup plus facile. Mais l'examen était basé que sur la radiologie conventionnelle. Pas de questions d'IRM ou de scanner ou de radiothérapie ou de médecine nucléaire. Après avoir réussi mon examen, j'ai commencé à postuler. Mon premier job aux USA était dans un grand hôpital au Colorado, UC Health, où j'ai été embauchée en tant qu'intérimaire aux urgences. Ensuite, j'ai eu un poste à temps plein dans un centre d'imagerie médicale, Penrad Imaging. Là-bas, j'ai fait de l'ortho, de l'arthro et un peu d'urgence. Après quelques temps, j'ai voulu me certifier dans une autre modalité. Il faut savoir qu'aux États-Unis, si on veut être certifié dans d'autres modalités, il faut reprendre une formation et cette formation est payante. J'ai choisi la mammo car cette formation se faisait online et ça me facilitait les choses avec la vie de famille et surtout elle était beaucoup moins coûteuse. J'ai donc appliqué en interne pour un poste de mammo. Mon boulot a accepté de me prendre à cause de mon expérience professionnelle en mammographie. Mais avant de commencer, j'ai dû faire une demande de licence temporaire à l'État du Colorado, valable 1 an, jusqu'à ce que je puisse rassembler toutes les conditions requises pour l'examen de l'ARRT dédié à la mammo. J'ai donc passé un autre examen pour la mammographie. Je suis maintenant certifiée en radiologie conventionnelle et en mammographie. Je dois continuer mon éducation par contre. La RRT, dont la cotisation annuelle est de $45, exige que tous les manip certifiés doivent faire des formations continues. Tous les 2 ans, on doit reporter le nombre de crédits obtenus en formation continue. Pour la radio, c'est 24 crédits et pour la mammographie, c'est 15 crédits. Pour ma part, j'inclus les 15 crédits dans les 24. La RRT exige aussi, ça c'est nouveau, que tous les 10 ans, on doit refaire un autre examen comme le premier. Selon les résultats, la RRT nous dira quelle formation continue à faire. J'ai donc un examen à faire en 2025 pour la radio et en 2027 pour la mammo. Les formations continues peuvent se faire via l'ASRT, dont la cotisation annuelle est de $80, ou via iRad Imaging, $50 pour la cotisation annuelle. Je me suis inscrite à iRad Imaging, mais bon, l'avantage de l'ASRT, c'est qu'ils transmettent directement les crédits à l'ARRT, alors qu'avec iRad Imaging, je dois tout faire manuellement. Pour en arriver où je suis, ça demande beaucoup de persévérance et de détermination, et peut-être un peu de chance. Retravailler dans le domaine de la radiologie était mon objectif quand je suis arrivée aux USA. J'avais travaillé 11 ans en France et je ne me voyais pas recommencer un autre métier dans une autre langue. Heureusement, la radiologie est universelle, ce qui a rendu les choses plus faciles. Il fallait juste que je travaille mon anglais. On retrouve les mêmes appareils,
Les incidences radiologiques sont quasiment les mêmes et le vocabulaire médical est aussi le même. Le seul point noir dans tout ça, c'est que je préfère le système français où je pouvais être un peu plus polyvalente et être formée dans une autre modalité sans avoir à refaire une formation payante. Le salaire est plutôt bon. Pour un jeune manip sorti de l'école, le salaire débute à $18 pour un petit centre de radio et $20 par heure à l'hôpital. En fin de carrière, en radiologie conventionnelle, le salaire est de $29 l'heure à l'hôpital. Pour la mammographie, une débutante commence à $22 l'heure. Et en fin de carrière, je suis pas sûre, mais je pense que c'est selon les États et les cliniques, ça peut aller jusqu'à $45 l'heure. Donc c'est plutôt pas mal. Travailler aux États-Unis en tant que manip n'est pas impossible. Il faut juste de la patience et de la détermination. Il faut surtout avoir gardé tous ses diplômes, les notes du bac, les notes du programme de radio, tout ça. Sans ça, il est impossible de commencer quoi que ce soit, car c'est vraiment un long procédé. Voilà pour la petite histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde, je suis ravi d'avoir l'occasion ce soir de présenter cette présentation sur la formation de manipulateur en électroradiologie médicale en Allemagne. Je suis Benoît Bibo et je vis en Allemagne depuis 2010. Je me suis expatrié juste après l'obtention de mon diplôme pour suivre ma femme qui venait d'obtenir un poste dans son pays d'origine. Et depuis, je travaille là-bas comme manipulateur dans un CHU. Et je suis depuis 3 ans formateur à l'école rattachée à ce CHU. Alors, moi, je suis dans le nord-ouest de l'Allemagne. Pour cela, l'Allemagne n'est pas différente de la France. Il y a des grandes diversités culturelles entre l'ouest, le nord, le sud et l'est de l'Allemagne. Et en général, l'idée qu'ont les gens de l'Allemagne, c'est plutôt ça. C'est lié avec la culture qui est au sud de l'Allemagne, en Bavière, avec la fête de la bière et les costumes traditionnels. Bon, j'ai pas vu personnellement ça très souvent ici, mais la fête de la bière, c'est effectivement quelque chose à voir avec ses propres yeux. Alors moi, je travaille à l'hôpital universitaire de Münster, c'est ce que vous voyez ici. C'est les 2 tours. C'est le 2e centre hospitalier d'Allemagne, le premier étant l'hôpital La Charité à Berlin. Nous avons presque 1500 lits, environ 60 000 patients stationnaires par an, et un demi-million de patients en ambulatoire par an. C'est une ville dans une ville, cet hôpital, avec son propre service de pompiers, son propre service de poste, etc. Et moi, je ne suis qu'un des 11 000 employés qui y travaillent. Et tout ça, c'est donc au cœur de Münster, une ville splendide et très agréable à vivre. Ça, c'était pour la petite introduction. J'ai séparé cette présentation en 2 grandes parties. D'un côté, les similarités entre la formation en Allemagne et la formation en France. Et après, en seconde partie, donc, les principales différences. Et commençons déjà par ce qui est presque pareil entre nos 2 pays. D'abord, le nom. Alors, en France, manipulateur en électroradiologie médicale, c'est un nom qui n'est pas très parlant pour le grand public et qui contribue certainement au fait que la profession n'est pas très bien connue. En Allemagne, c'est un peu pareil. Nous avons un nom, MTRA, Medizinisch-Technischer Radiologie-Assistent, ce qui se traduit par assistant médico-technique en radiologie. Et le grand public pense soit que nous sommes des infirmiers, soit des radiologues. Il y a peu, une nouvelle loi a été votée et notre nom va être changé en 2023 en Medizinischer Technologe für Radiologie. Bon, le mot assistant est parti, c'est merveilleux, mais je suis personnellement pas très convaincu que ce nom sera plus parlant pour le grand public. La formation est en 3 ans, semblable à celle de la France, très semblable même. Mais vu la nature très fédérale de l'Allemagne comparée à la France, les contenus et les méthodes d'enseignement peuvent être très variables entre les différents centres de formation dès lors qu'ils sont dans différentes régions. C'est sans doute aussi le cas en France.
Mais en Allemagne, c'est particulièrement appuyé cette tendance, puisque les Länder, donc c'est les régions allemandes, ont des compétences très grandes pour ce qui est de l'éducation. Ils peuvent choisir leur propre curriculum, par exemple. Et c'est pour ça que, par exemple, ma reconnaissance de diplôme français est valable ici dans le NRW, la Rhénanie du Nord-Westphalie, mais elle ne sera pas forcément valable en Bavière. Il faudrait que là, je fasse confirmer cette reconnaissance de diplôme dans un autre Länder, dans un autre land, si je voulais travailler dans le sud de l'Allemagne. Alors c'est un système qui présente, de mon point de vue de français, très français, sans doute pour ça, un paquet de désavantages pour bien peu d'avantages. Ce qui est vraiment très bien, c'est que depuis à peu près 3 ans, nos élèves reçoivent 1 000 € par mois de salaire pendant la formation, dès la première année, dès le premier mois. Tout le long de la formation, donc les 3 ans, ils auront 1 000 €, ça monte un peu en 2e et 3e année. Moi, je suis formateur depuis 3 ans dans ce centre de formation et je vois déjà l'impact que ça a sur nos élèves, puisque l'âge moyen de nos élèves monte. On a maintenant des jeunes mères de famille qui n'auraient jamais pu se permettre de faire cette formation si elles n'avaient pas eu cette subvention de 1 000 € par mois. Donc c'est quelque chose de très positif, je trouve, puisqu'on a des gens beaucoup plus matures dans la formation et qui peuvent beaucoup apporter au métier après. Et j'espère que d'ici 15 à 20 ans, on pourra combler un peu notre manque dramatique de personnel sur le terrain. Une autre similarité avec la France, c'est que nous n'avons pas de spécialisation. Toutes les matières sont enseignées pendant ces 3 ans, donc de la radiologie, en passant par la médecine nucléaire jusqu'à la radiothérapie. Et il n'y a pas de spécialisation comme dans les pays anglophones en radiologie ou médecine nucléaire ou radiothérapie. 90% du travail effectué est le même qu'en France. Donc pour ce qui est de l'activité professionnelle, si vous avez bien appris en France, vous n'aurez pas de problème à travailler en Allemagne pour ce qui est du travail. Je mets la barrière de la langue de côté. Mais vous n'auriez pas de problème de travail ici puisque c'est à peu près la même chose. Bon, 90%, ça veut dire qu'il y a 10% de différence. Il faut que j'aille un peu sur ces différences pour que vous compreniez comment la formation donc, est structurée. Pour ce qui est du recueil du consentement du patient, par exemple avant une IRM, c'est une tâche médicale. Donc c'est un radiologue en théorie qui doit s'en occuper. Nous n'avons pas le droit formellement de recueillir le consentement du patient. Dans la pratique, ça se passe un peu différemment, les limites ne sont pas aussi claires, mais dans la loi, c'est malheureusement pas encore clarifié que le manipulateur allemand puisse recueillir sans problème le consentement du patient. Moi, quand je suis arrivé la première fois dans mon service d'IRM, j'ai voulu aller chercher le patient pour tout discuter avec lui et lui poser la voie veineuse, et j'ai été très vite stoppé par un collègue qui me dit « Qu'est-ce que tu fais ? C'est pas ton travail de faire ça c'est le travail du radiologue et de l'assistante médecin. » Pareil pour la voie veineuse, donc c'est assistante médecin, c'est MFA, puis medizinische Fachangestellte. C'est un personnel qui est formé assez légèrement en 2 ans, sur tout un tas de choses, pour assister les médecins, et ce sont ces dames qui posent les voies veineuses. Attention, dans les cabinets privés, c'est un peu différent, là les manipulateurs ont beaucoup plus de responsabilités, mais ça reste une zone très très grise de la loi allemande, et c'est un sujet de débat quasiment chaque année à chaque congrès. Une autre différence, c'est que notre formation allemande n'a aucune reconnaissance universitaire. Alors, c'est pas parce qu'on a fait cette formation qu'on a le droit, après un certain temps dans le métier, d'avoir son diplôme reconnu de façon universitaire. Donc pour les collègues, ça veut dire que s'ils veulent un grade universitaire, il faut travailler le week-end et le soir dans les universités à distance pour avoir un bachelor en sciences de la radiologie. C'est possible, ça coûte 20 000 €, mais ce n'est pas facile. En Allemagne, je ne connais qu'un seul service où une manipulatrice effectue couramment des échographies. Cette pratique est à ce jour pratiquement complètement exercée par les radiologues ou les médecins spécialistes concernés. Et je n'ai pas connaissance d'endroit où l'échographie est enseignée activement. Juste pour conclure et donner une idée de la formation en Allemagne, nous avons 2800 heures de théorie et 1600 heures de stage réparties sur 3 ans, c'est la formation. Dans les 2800 heures de théorie, il y a 720 heures de radiologie, donc c'est le plus gros bloc, et suivent après donc la radiothérapie, la médecine nucléaire avec 340 heures, et un autre assez gros bloc de 380 heures de physique.
Le reste des heures, ça se partage entre les plus petites matières comme la biologie, la chimie, l'informatique. Donc ça fait à peu près entre 20 et 40 heures pour chaque matière, ça dépend. Et nous avons encore là-dessus 350 heures, si je me souviens correctement, que nous pouvons donc répartir librement entre les différentes matières pour combler les déficits. Pour ce qui est des stages, à nouveau la radiologie a la part du lion avec 600 heures, après suivent 300 heures pour radiothérapie et la même chose pour la médecine nucléaire, ainsi que 170 heures libres, c'est-à-dire qu'on peut les répartir en fonction des besoins du service, et 230 heures de stage de soins, ça représente à peu près 6 semaines que nos élèves font dans la première année. Il y a environ 27 000 manipulateurs et manipulatrices en Allemagne. Je n'ai pas de chiffre officiel, mais le métier est fortement féminin sur une équipe totale de 65 manips. À l'époque, nous étions 6 hommes, donc vous voyez la proportion. Mes élèves sont aussi à 90% de jeunes femmes. De temps en temps, il y a 1 ou 2 hommes qui se perdent là-dedans, mais c'est fortement féminin. Je n'ai pas trouvé de chiffre officiel à nouveau, mais j'estime que le nombre de centres de formation en Allemagne, c'est à peu près 60 à 70, avec des tailles de classe très variables selon les capacités des centres. Et nous formons ici à Münster 26 élèves par année. Juste quelques chiffres en dehors un peu du thème de la formation. En Allemagne, il y a 34,5 appareils IRM pour 1 million d'habitants, contre 13,5 en France. Et le scanner n'est pas en reste, on a beaucoup d'appareils par million d'habitants, comparé à beaucoup moins en France. Alors l'Allemagne est très bien pourvue pour ce qui est de l'équipement. Beaucoup d'appareils, oui, mais pour ce qui est du personnel, là ça fait mal. 20% des postes à plein temps sont vacants en Allemagne, donc nos élèves, au bout de 3 ans de formation, peuvent effectivement choisir de quel côté de la rue ils vont travailler, pour ainsi dire. Je pense pas que la situation changera beaucoup dans les prochaines années, puisqu'on a une vague de retraite qui arrive, de départ en retraite, et je pense plutôt que la situation va s'empirer. Donc si vous voulez travailler en Allemagne, c'est le bon moment. Les salaires, attention à prendre avec des baguettes, ce genre d'information, c'est toujours à relativiser avec les coûts de la vie, et je peux pas calculer toutes les dépenses et tous les types d'impôts. Les impôts sont prélevés à la source, les chiffres que je vous donne, c'est effectivement le montant que vous avez sur le compte à la fin du mois, avec l'impôt sur le revenu et la sécu, etc. déjà tout prélevé. En début de carrière, on commence dans les 1700, 1800 euros, et en fin de carrière, on monte vers 2400 euros. Si vous faites des gardes de week-end et de nuit, ce montant peut monter entre 200 à 400 euros de plus. Ça dépend du type de garde et comment elles sont rémunérées. Il y a aussi des différences là entre les différents centres hospitaliers. Pour info, la semaine de travail là où je suis, donc NRV, c'est de 38,5 heures par semaine. Pour ce qui est du développement professionnel après la formation, à part Manip, vous pouvez devenir formateur en radiologie comme moi, ou cadre, ça s'appelle Leitung, ou travailler dans l'industrie, donc ça c'est très semblable à la France. Ça va être un peu plus dur d'être formateur avec la nouvelle loi, puisqu'il faut avoir un bachelor en pédagogie, et non pas en radiologie. C'est bizarrement formulé cette loi. Donc il faut avoir ça pour être formateur, et même il faut avoir un master en pédagogie pour les postes de directeur d'école de formation. Pour finir, et c'est une question qui m'est de temps en temps posée par email, comment reconnaître la formation française en Allemagne? Ça serait beaucoup trop long d'expliquer ça ici et maintenant, donc si vous voulez plus d'informations, vous m'écrivez tout simplement à cette adresse email et je vous répondrai avec plaisir. Les conditions varient selon de la région à laquelle vous voulez enseigner. Je vous remercie pour votre attention et à plus tard pour les questions.
Bonjour, je suis Yannick Chapoteau, le directeur général de la société Stéphanix. En février 1989, quand j'ai intégré Stéphanix, je ne me doutais pas des challenges que la société relèverait au cours de ces 32 années, et surtout que je pourrais les accompagner. Le fondateur de Stéphanix, à l'époque, a eu l'idée un peu folle de fabriquer une table de radiologie nommée Challenge à Saint-Étienne, dans la continuité du savoir-faire français. Puis il y a eu la table Évolution, où nous avons intégré les premiers capteurs statiques en 2001, pour terminer par la table Évidence. En 2009, nous avons développé notre table D2RS avec capteurs dynamiques. Aujourd'hui, avec l'arrivée de notre nouvelle table télécommandée D2RS 9090 et D2RS NG, estampillée Origine France Garantie, et sur lesquels nous avons intégré les premiers capteurs dynamiques Wi-Fi 4343, nous sommes toujours à la pointe de l'innovation. Grâce à cela, nous nous positionnons en premium. Nos nouveaux produits commercialisés depuis la fin 2020 en sont la preuve. Nouveaux mobiles, nouvelles salles d'os et nouvel arceau chirurgical. Tous manufacturés dans notre groupe. Une grande partie étant déjà référencée dans les centrales d'achat et notamment Uniachat. Comme beaucoup d'entre vous le savent, nous avons aussi réussi des partenariats forts pour compléter notre gamme sur notre marché domestique. Je citerai la société Hologic, leader mondial sur l'imagerie de la femme, et la société Plan Méca pour le dentaire. En 2020, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de plus de 47 millions d'euros, dont 30% réalisés à l'exportation. Le marché export est une source importante de notre développement. Nous travaillons déjà avec plus de 100 pays et nos distributeurs sont formés à la vente, mais surtout à l'entretien du matériel. Notre service support peut se connecter à distance à l'ensemble des salles télécommandées aux 4 coins du monde. Nous organisons régulièrement des sessions de formation pour que l'ensemble de nos clients puissent bénéficier du meilleur support, quel que soit le pays. Ce dernier mois, nous sommes équipés pour réaliser des formations en ligne et nous avons aussi mis en place toute une série de e-learning pour la formation technique. Nous avons aussi des relais forts pour la mise en service de nos matériels en présentiel sur certains continents. Ces derniers mois ont été compliqués avec toute cette pandémie, mais nous avons pu vous accompagner en préservant notre activité en distanciel ou en présentiel en cas de besoin. Je souhaite profiter de cette tribune pour vous remercier, ainsi que l'ensemble des soignants, et si vous le permettez, je vais y associer nos 80 ingénieurs, services et applicatifs qui vous ont accompagnés durant cette période. Je vous remercie de votre attention, très bonne soirée. Bonsoir, bonsoir. Je m'appelle Chloé Steiner et ce soir, je vais vous présenter mon métier qui est technicienne en radiologie médicale. Bienvenue en Suisse. En Suisse, vous voyez bien que mon métier n'est pas manipulatrice en électroradiologie, mais technicienne en radiologie médicale, d'où son petit nom TRM. Vous viendrez, ça va rentrer ce petit nom. Ensemble, on va aborder combien il y a de TRM à peu près en Suisse, notre formation initiale. Vous verrez que dans notre petit pays, on a quand même des disparités. On va aborder la formation continue et l'offre qui nous est proposée, la polyvalence de notre métier, l'attractivité du métier et la rémunération. Vous verrez qu'il y a une jolie différence par rapport à la France. Quelles sont nos pratiques avancées et les délégations qu'on a au niveau des gestes. Et puis finalement un volet sur la radioprotection et l'association. Donc en Suisse, on est à peu près 3500 techniciens en radiologie médicale, TRM, dont 2200 qui sont représentés dans l'association. Je parlerai tout à l'heure de l'association. Donc voilà, c'est un métier qui est encore plutôt méconnu finalement, mais je ne vous apprends pas qu'il est tout autant essentiel dans la prise en charge d'un patient. Voilà, donc notre petit pays de la Suisse est séparé en 26 cantons. Ces 26 cantons, si vous voulez, c'est l'équivalent des départements en France. Mais 26 cantons qui fonctionnent finalement pas tous de la même manière. On peut finalement séparer la Suisse en 3 régions. La région principale étant la Suisse alémanique, où on parle allemand, enfin le suisse allemand. On a une deuxième région plutôt importante qui est la Suisse romande, où on parle le français, d'où je fais partie. Et puis la troisième région est le Tessin, donc la Suisse italienne. En Suisse, on a 2 niveaux d'école, donc c'est assez particulier. On a tout d'abord le niveau ES, école supérieure,
Donc, c'est les 3 écoles de Münchenstein, Zurich et Berne qui sont en Suisse alémanique, ainsi que l'école de Locarno au Tessin. Et puis, en Suisse romande, nous avons 2 écoles, une à Lausanne et une à Genève, qui est de niveau HES, donc haute école. La haute école, en fait, bon, là, on a une différence, c'est qu'on n'a pas le même diplôme à la fin. En HES, on nous délivre un bachelor donc de niveau universitaire. C'est un bachelor de technique en radiologie médicale. Donc, vous voyez que dans un petit pays comme le nôtre, on a 2 niveaux de formation qui sont distincts, notamment par le nombre d'années d'études. En ES, c'est 3 ans, et puis en HES, c'est 1 année propédeutique, donc si vous voulez, une année de préparation qui entre en commun tous les métiers de la santé, que ce soit infirmier, physio, sage-femme, ergothérapeute, diététicien, etc. C'est une année entre en commun pour tout le monde, avec des bases d'anatomie, de prise en charge du patient, etc. Et puis suivi des 3 ans en bachelor. En ES, c'est séparé depuis la base, et puis c'est 3 ans. Vous doutez bien que les prérequis pour rentrer dans ces écoles ne sont pas les mêmes. Au niveau universitaire, on n'a pas les mêmes prérequis. On doit avoir une maturité qui est à peu près équivalent au baccalauréat français. Voilà, en Suisse, c'est un petit peu différent. On n'a pas le même système de formation initiale et tertiaire. Donc, c'est un petit peu différent. C'est vrai qu'on a ces 3 régions en Suisse qui fonctionnent les 3 de manière, on va dire, séparée. Mais finalement, on fait tous le même métier. La formation continue en Suisse, elle n'est pas obligatoire, mais j'y reviendrai un petit peu à la fin. Il y a un petit volet qui est obligatoire. Après, comme tout le monde, moi, je conseille et je prône la formation continue. Je pense que c'est important d'être à jour de notre métier. Donc, l'association en Suisse des techniciens en radiologie médicale nous propose déjà un certain nombre de formations continues. Avec le Covid, ils ont fait une partie de la formation online, hein, ce qui est très bien. Ce qu'on peut voir, c'est que, évidemment, nos 3 régions, on parle de 3 langues qui sont différentes, donc ça complique passablement les choses. Donc, voilà, il y a des formations qui sont complètement en suisse allemand, donc si on ne parle pas le suisse allemand, ça va être compliqué. Même chose quand on fait des formations en suisse romande, on les fait en français, du coup, c'est un peu compliqué si les Suisses allemands veulent venir. Et pareil pour le Tessin. Le Tessin, la proportion de techniciens en radiologie médicale étant assez faible, propose peu de formation continue. Mais c'est les premiers à faire l'effort linguistique pour aller rejoindre des formations continues dans les 2 autres régions. Donc, franchement, je suis pas pour eux. Donc voilà, on a un certain nombre de formations continues. Comme je disais, c'est pas obligatoire. Après, voilà, l'offre, elle s'étoffe petit à petit d'année en année. C'est vrai que je vois de plus en plus de formations continues et je pense que les techniciens en radiologie ont compris l'impact et la plus-value que ça a dans notre métier de se former, d'être à jour voilà, dans toutes les nouveautés. On ne vous apprend pas que notre métier évolue vite et puis qu'il faut se tenir à la page. Alors, en Suisse, on est très polyvalent. Moi, je n'ai pas précisé où je travaillais, mais je travaillais à l'hôpital Rivière-à-Chabais, donc un hôpital basé sur 2 cantons différents, comme si vous aviez sur 2 départements. En fait, on a l'avantage en Suisse d'être complètement polyvalent. Donc, que ce soit à niveau ES ou HES, hein, qu'on ait un bachelor ou pas, notre titre, finalement, de technicien en radiologie qui nous est délivré, qu'il soit ES ou HES, nous permet de travailler dans les 3 domaines, donc que ce soit la radiologie diagnostique, la médecine nucléaire ou la radiothérapie. Après, il faut savoir que la plupart des techniciens, du coup, vont choisir un domaine dans lequel travailler. Je ne dis pas qu'on ne peut pas changer en cours de carrière, hein, pas du tout. Mais il est rare qu'on travaille dans 2 secteurs distincts. Sauf là où je travaille, par exemple. Non, le service de radiothérapie, généralement, ils sont souvent complètement détachés, on va dire, du service de radiodiagnostic et du médecine nucléaire. Alors, si vous allez dans un hôpital universitaire, il est clair que c'est 3 services distincts. Ça peut être un même département, mais 3 services distincts. Et dans des plus petits hôpitaux régionaux dans lesquels je travaille, par exemple, là, on a la possibilité, et j'ai des collègues qui travaillent et en radiodiagnostic et en médecine nucléaire.
Après, on voit clairement une tendance à séparer. Évidemment, ben, plus on est spécialisé, plus on est performant, et puis on rend bien compte que la polyvalence, ça a des avantages, mais aussi des inconvénients. Donc, à voir dans le futur. Mais généralement, ben voilà, on a cette chance d'être polyvalent, de pouvoir passer d'un domaine à l'autre, et notre diplôme nous le permet. Après, ben, on voit par exemple en bas sur la photo une IRM Electa. Donc en fait, c'est une IRM couplée à un accélérateur. Donc nos collègues de la radiothérapie de l'hôpital Rivière-à-Chablais ont la chance et voilà, de pouvoir travailler sur cette machine d'exception, cet accélérateur couplé à une IRM. Et bah, du coup, finalement, ils doivent, ils doivent comment dire, utiliser aussi leurs connaissances des autres domaines. Donc, c'est vrai on voit clairement que c'est un atout pour nous d'être formés dans les 3 domaines, d'avoir ces connaissances. Un petit volet intéressant, c'est l'attractivité du métier et puis la rémunération. Donc, je parle de la rémunération avec un titre HES ou un titre ES, le salaire n'est pas tout à fait le même. Donc là, on est en Suisse romande, donc on est HES. Donc, je vous ai mis le salaire de base du technicien en radiologie médicale quand il commence à l'hôpital Rivière-à-Chablais. Il gagne 5 298 francs, ce qui est l'équivalent à peu près de 4 850 euros. Voilà. Donc, vous comprenez qu'on a quand même quelques frontaliers qui travaillent chez nous. Non. Voilà, on a de très, très bon contact avec nos amis français qui viennent nous renforcer dans nos équipes. Je travaille dans une région frontalière, donc évidemment que c'est plutôt attractif de venir travailler chez nous, autant pour le plateau technique, parce que vous avez vu qu'on a un plateau technique qui est plutôt exceptionnel, et pour l'équipe, hein, qui est très sympa. Et puis, ben, le salaire, c'est vrai que les trajets, mes collègues les font pas pour rien. Et voilà, je vous ai dit que c'était, on va dire en Suisse romande, mais même en Suisse romande, le salaire varie et fluctue passablement. Si vous allez du côté de Genève, alors j'ai jamais travaillé à Genève, mais je crois qu'on peut facilement rajouter l'équivalent de 1000 francs suisses par rapport au salaire vaudois, donc celui que j'ai. Même dans un hôpital universitaire, sauf erreur, ils doivent quand même toucher entre 100 et 300 francs de plus que ce qu'on gagne à l'hôpital Rivière-à-Chablais. Donc voilà, ça, c'est très fluctuant finalement. Ce que je peux dire au niveau salarial, c'est déjà que généralement le public a des grilles salariales. Donc là, je vous ai mis 5 298 francs la première année. La deuxième année, on change de classe salariale. Donc, on passe déjà à 5 449 francs. Et puis, ça augmente à peu près, grosso modo, de 110 francs par annuité, donc chaque année, jusqu'à un plafond après 17 annuités de 7 302 francs, ce qui est déjà pas mal. Après, voilà, en fonction des hôpitaux, donc tous les hôpitaux publics utilisent des grilles salariales. Il y a des grilles salariales qui s'arrêtent comme la nôtre à 17, il y en a qui s'arrêtent à 24 ou 25. Ça, c'est propre à l'institution dans laquelle on travaille. Par contre, ben, si on travaille dans le privé, il y en a qui sont affiliés à des grilles salariales et qui prennent des grilles salariales en exemple. Mais il y en a aussi bon nombre dont le salaire se négocie à l'entrée, donc à l'engagement. Donc il faut être assez bon négociateur selon le salaire. Voilà. Mais bon, je ne vous apprends pas qu'on reste dans une fourchette qui est plutôt confortable. Après, il ne faut pas oublier qu'en Suisse, on a quand même un niveau de vie et des impôts qui sont clairement beaucoup plus hauts que ceux de la France. Donc voilà, Genève, je gagne 1000 francs de plus, mais le prix des appartements et des assurances maladie, c'est pas le même. Donc l'un dans l'autre, je sais pas qui gagne le plus. Voilà. Mais bon, en Suisse, on n'est pas à plaindre au niveau salaire, je pense que ça, vous l'aurez compris. Ce qui fait que ça va être assez attractif. Après, si on compare le fait qu'en Suisse romande, on termine quand même avec un niveau universitaire, on termine avec un bachelor, notre salaire par rapport aux autres salaires en Suisse, hein, finalement, il est moyen. Voilà, il est moyen. On pourrait avoir mieux si on dit qu'on a fait voilà, quand même un bachelor. Et là, c'est mon avis personnel, et puis ça n'engage que moi, évidemment, mais je pense qu'on pourrait être un peu mieux rémunéré. Voilà. Au niveau des pratiques avancées et puis des éventuelles délégations qu'on peut avoir, donc ça dépend toujours d'une institution à l'autre, hein, des gestes qui sont
d'accord ou pas de donner aux techniciens en radiologie médicale finalement. Donc pour nous, c'est une nouveauté, hein. Je sais que ça fait déjà au moins 2 hôpitaux en Suisse romande qui le font, mais du coup, nous, on s'y met aussi gentiment. Donc les techniciens en radiologie médicale vont poser les PICC lines, hein. Et puis, nous, c'est pas encore le cas, mais je sais qu'il y a d'autres hôpitaux en Suisse romande. En Suisse alémanique, je sais un peu moins. Ça, j'ai pas trop d'expérience en Suisse alémanique. Mais en Suisse romande, il y a des hôpitaux où le technicien en radiologie médicale fait les échographies. Donc ça fait vraiment partie des gestes qui sont médico-délégués. Après, un petit peu difficile, je connais pas tout à fait la pratique en France pour pouvoir comparer, mais là, la prise en charge du patient se fait de A à Z dans toutes les imageries. Et puis, hormis finalement à l'échographie, et puis pour le geste de PICC line, c'est le technicien qui va faire le rapport du geste. Et sinon, c'est le médecin radiologue qui fait l'interprétation et le rapport. Un petit volet sur la radioprotection. Alors, je vous ai dit qu'il y avait une seule formation continue qui était obligatoire en Suisse. Ça fait quelques années maintenant que la radioprotection en fait partie. Donc, on a 3 volets distincts en fonction du type, du domaine dans lequel finalement on travaille. Donc, si je prends mon domaine à moi, je suis technicienne en radiologie, diagnostic. Donc, j'ai une formation obligatoire toutes les 5 ans de 8 unités de 45 minutes. Donc, ça fait à peu près 6 heures de formation continue obligatoire tous les 5 ans. Maintenant, le technicien en radiologie médicale qui travaille en médecine nucléaire doit faire le double, donc 12 heures tous les 5 ans. Et puis, s'il est reconnu avec la fonction d'expert en médecine nucléaire, il fait tous les 5 ans aussi 16 unités. En Suisse, on a donc un titre d'expert en radioprotection qui existe, hein, qui est une formation maintenant délivrée dans la formation initiale des HES, mais qui n'est pas le cas en ES. Donc, tous les techniciens en radiologie qui terminent avec une ES et qui veulent faire expert en radioprotection doivent faire une formation supplémentaire. En HES, maintenant, c'est inclus dans le cursus de base. Je sais qu'il y a des petites différences de pratique entre la Suisse et la France. Notamment, ce que j'ai pu observer, c'est par exemple l'utilisation de la scopie. Donc voilà, au niveau de la radioprotection, nous en Suisse, on utilise très peu la scopie pour le positionnement en fait. C'est pas du tout dans nos mœurs, dans nos habitudes. Et du coup, voilà, c'est une pratique qui diverge par rapport à la pratique française. Alors, je l'ai mis dans le volet radioprotection parce qu'évidemment, que nous, si on n'utilise pas la scopie, elle est même interdite à l'hôpital Rivière-à-Chablais, la scopie pour positionner. Donc, voilà, on fait juste le cliché. Puis si malheureusement il n'est pas bon, on va le refaire. Alors, vous allez me dire oui, la dose, elle sera peut-être un peu plus élevée si vous devez faire le cliché. Mais finalement, vous verrez que c'est une technique à prendre. Et puis, avec l'habitude, on n'a pas besoin de le faire. En Suisse, on est représenté dignement par l'ASTRM ou SVMTRA. Donc c'est la même chose, sauf que c'est le petit nom suisse allemand. Donc l'Association suisse des techniciens en radiologie médicale nous représente très bien et défend beaucoup nos droits en Suisse par rapport à la profession. Je les en remercie vraiment. Ils sont assez impliqués dans notre petit métier méconnu. Donc il y a plusieurs sections en fait dans la STRM. Donc, moi, je fais partie de la section romande. Voilà, c'est en fonction de notre géolocalisation, je veux dire. Donc en Suisse romande, voilà, les choses, elles bougent. On voit que les gens, ils ont envie de faire de la formation continue. C'est tout à fait le cas en Suisse alémanique également. Mais je représente, je suis une des membres suisse romande. Et je trouve que c'est chouette de pouvoir avoir une offre de formation continue, d'avoir des gens qui sont impliqués pour représenter notre métier. On a un congrès suisse qui est chouette, qui est sympa. Je vous encourage d'ailleurs des autres pays à venir présenter des choses à notre petit congrès très convivial. Hein. C'est sûr qu'il n'a pas la même taille que ce que vous avez par exemple avec les JFR, mais cette convivialité elle est vraiment chouette. Et puis venez présenter des sujets chez nous, comme nous on vient le faire également chez vous. Mais voilà. Venez faire des formations continues en Suisse. C'est aussi intéressant de voir un petit peu ce qui est fait ailleurs. Moi, j'aime bien aller
me former aussi dans d'autres régions ou dans d'autres pays. Donc, je trouve que c'est assez chouette. Et puis, je les remercie. Ils font vraiment un chouette travail pour défendre notre profession. Vous l'avez compris que du coup, il y a une différence de niveau entre ES et HES. Voilà, je vais prôner le HES. Non, d'une part parce que je pense que c'est vraiment pertinent d'avoir un niveau voilà, le level au-dessus finalement. Ce qu'on apprend, c'est pas pour rien. On voit quand même une différence. Et puis si par exemple avec mon titre HES, j'allais en Suisse alémanique, ben, je serais accueillie à bras ouverts par rapport aux compétences qu'on acquiert dans cette formation. Voilà, il est souvent débat d'uniformiser le niveau, que ce soit d'un côté ou de l'autre en Suisse. Je ne vais pas le mener maintenant, même si vous avez compris mon parti. Mais voilà, je vous encourage en tout cas à connaître notre association. Je sais qu'elle travaille main dans la main avec la FPPE. Et je pense qu'il n'y aura pas de souci pour que vous veniez faire des formations en Suisse. Voilà, on arrive au terme de ma présentation. J'espère avoir été assez claire dans ce que j'ai dit. On se retrouve tout à l'heure dans la table ronde. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions plus pointues par rapport à mon métier, à mon joli hôpital tout neuf. Venez en Suisse. Venez sans autre voilà, visiter, faire des stages, des formations continues. On vous accueille à bras ouverts. C'est pas parce qu'on n'a pas le même petit nom qu'on s'appelle pas Manip, mais plutôt TRM. Mais finalement, voilà, on fait le même métier. Et puis, je trouve que le partage de connaissances, c'est super important. Donc, on vous accueille à bras ouverts. Merci beaucoup. Dear colleagues, thank you for inviting me to present at your conference. That's always a pleasure and an honor to me to be able to do so, although I would really like to be there physically and be able to talk with you in person. My name is Håkon Hjemli. I'm manager of policy at the Norwegian Society of Radiographers, and I'm also the current Vice President Europe Africa for the ISRRT. I'm also a past president of the EFRS. Now, I've been told to give you my perspectives on being both a trade union and a professional society, and I will do my best to do so within the next 10 minutes. But first, a little bit about Norway. Norway is a monarchy that is placed to the north of continental Europe on the western seaboard. The population is around 5.3 million, and around 1.2 of those live close to or inside our capital city, Oslo. We have a very long coastline, 1,750 kilometers, and our neighboring countries are Sweden, Finland, and Russia. The main source of income for Norway is the extraction and export of oil and gas, but other significant industries include seafood, steel, shipping, and tourism. In Norway, the government is responsible for providing healthcare to the population in accordance with the stated goal of equal access to healthcare, regardless of age, race, gender, income, or area of residence. About radiographers in Norway, we have a 3-year bachelor program. It's a combined program where 1/3 is in clinical placement. Although it's combined, you need to have postgraduate education in nuclear medicine and or radiotherapy to work independently in those areas. There is kind of a balance in the labor market at the moment, but maybe a small overproduction of radiographers.
We also have a small but increasing number of advanced practice radiographers in Norway and in the Nordic region. We do see an increase in research, publications, and number of master and PhD degrees at the moment. About the Norwegian Society of Radiographers, we are placed in Oslo, where we have our own office. We were established in 1973, so we're not that old. We soon have our 50-year anniversary. We are, as I said, both a professional society and a trade union, and we have a hired staff of 9 people. That includes our president, who is elected for 3-year terms. He's being paid full salary and has leave from his day job. We have a board of management that is being elected every 3 years. We have around 3,400 members, which is around 75% of all radiographers in Norway. And amongst our members, we have local representatives, about 180 that represent us in the different institutions where we have members. We cooperate internationally with the big organizations like the ISRRT, the EFRS, and also we have a cooperation within the Nordic region called the Nordic Society of Radiographers. And this is very important for our society, and we've been very much involved with all these organizations as long as we have been existing. Now, the role and vision for the society is split, but when it comes to being a trade union, we work for our members' economical and working conditions. We do negotiations, we do legal support, and we educate local representatives. And more related to the professional part of the association, we develop the profession. We work for development of the professional interests. We organize seminars and courses. We support and we fund research groups for radiographers. We have our own scientific journal, and we have an overlying vision to be an active organization that promotes professional development and collaboration in radiography, radiation therapy, and nuclear medicine. Here's a front page of an older magazine that we send to all our members. It's called Hold Pusten, which is Hold Your Breath in English. It's being issued around 6 times per year, and it's both in paper and online. And the content is reflecting both trade union issues and professional issues. And in this specific issue, you can read about our specialist program, which is a development program for radiographers who have specialized in different areas. But you can also read about the upcoming negotiations for salary. This magazine is attractive to a variety of sponsors, and it has a scientific status, so you can publish your articles that are being peer-reviewed, and you can get an impact for that. We have our own code of ethics for radiographers. This is reflecting also both trade union issues and professional issues, which is very important for radiographers to have in mind. And we have a collaboration at a higher level when it comes to different aspects of radiographers' interests. We have a so-called Nordic model, which is a 3-party collaboration, where employers' organizations, employees' organizations, and the authorities cooperate to
On working conditions, there are annually negotiations at local, regional level about collective agreements, pensions, work hours, etc. But also educational issues can be negotiated in these meetings. About the membership, it is around 1.45% of your annual salary to be a member. That's around 53 euros maximum per membership, and you can also have some of that refunded when you pay your taxes. It's around 400 euros that you can deduct from your tax, so that helps a bit. Of course, we have the regular benefits of being members, like different agreements with banks, with insurance companies and things like that. But important to mention is that next to the trade union support, you also can get lawyer support. You get a journal, of course. You have access to your local representatives. You can get funding for professional activities. You will get heavily reduced fee to access our courses and things like that. And we have a special membership for students. We want to include them as early as possible. The membership for students is for free. They have all the benefits that other members have, access for the working life issues because they don't work yet. And they can attend our board of management meeting with 2 representatives. A recent example of the benefits of being both a trade union and a professional society is the pandemic that we are experiencing. During this pandemic, the society could be the single point of information for all radiographers in Norway. We put together a task force that dealt with issues like negotiations on working hours, salary, holidays, change of work plans, etc. And also we could collect experiences and advices on how to change procedures during the pandemic, how to use personal protective equipment, etc. So this was very useful for us to be able to do as organizations for our members. Another good examples of being both trade union and professional society is that we can do reports that are of interest for the profession, that can impact both the professional aspect of what to do and how to do things, but also it could have a huge impact on the status of the professionals and on the salary. And this is a report about role development for radiographers, where our society spent a lot of money to have conducted, but it made a big impact, and it really helped pushing the process of role development for radiographers in Norway, but also in other countries. And we can do some PR for the profession, which also helps on both working conditions and recognition of the profession and on professional interests, like this video that we did a few years ago. Radiographers take the vital images. This was shown on national television actually, and it's still very popular. And we also made an English voiceover for this video that describes what a radiographer is and what we do, more than what people would normally think about.
The pros on being a combined organization is that we are the single point of contact for our members and stakeholders, which makes us very effective. And many challenges demand both combined knowledge of professional and trade union character to find the best solution. And a larger association is stronger and have more impact. But we need to have a relative high membership fee in order to take care of all these different issues and to pay all the staff and finance all our projects. And there might sometimes be conflict of interest between professional aims and trade union aspects. But in total, I would say it's a win-win situation for both our members and for us as an organization. And I would recommend you to further explore this opportunity. And by that, I thank you for your attention, and I look forward to see you sometimes. Au cours des 10 dernières années, le nombre d'actes d'imagerie médicale a été multiplié par 2 en Europe. Nous faisons face à une pénurie de radiologues pour lesquels la charge de travail augmente. L'engorgement des services d'urgence entraîne un stress croissant pour les médecins pour poser leur diagnostic. Le logiciel Revolve est un outil d'aide au diagnostic basé sur l'intelligence artificielle, développé par des radiologues. Vous accédez à un pré-diagnostic instantané pour l'ensemble de vos radiographies afin de faciliter la détection des fractures. Rien ne change concernant vos habitudes. Les prédictions sont générées automatiquement sur votre console d'interprétation dans la même série d'ICOM sans un clic supplémentaire. Vous accédez à votre liste d'examens classés par ordre de priorité pour optimiser votre flux de travail. Vous réduisez votre temps consacré à l'interprétation des images ainsi que le risque d'erreur diagnostique. Revolve vous permet de travailler plus sereinement en bénéficiant d'un vrai filet de sécurité. Pour les patients, c'est la possibilité de passer plus de temps avec leur médecin et la garantie d'une prise en charge optimisée.